Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer le parcours de Maurice Barthélémy, membre de l'équipe des Robins des Bois, devenu aujourd'hui acteur, auteur et réalisateur. Ensemble, on discute de ses parents post-68 un brin hippie, de l'éducation très autonome de ce fait-là qu'ils lui ont proposé, de son envie de monter sur les planches, de la rencontre avec les autres Robins des Bois, puis de leur arrivée sur Comédie, Canal+. On parle aussi de bien sûr, leur film qui est devenu culte, et aussi de leur séparation avant que Maurice trace son chemin seul. On parle aussi d'hypersensibilité puisque Maurice a découvert sur le tard cette particularité chez lui, en écho avec le comportement de sa propre fille. Bref, comme souvent dans Histoire de succès, voici un entretien très dense, très touffu, qui j'espère vous plaira. Tiens, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous êtes abonné à ma newsletter ? Je vous envoie un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, à l'occasion de chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron, où je partage avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Le lien est dans les notes de ce podcast, n'hésitez pas à courir vous y abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre un commentaire sur www.histoiredesuccès.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. En tout cas, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Moi, de mon côté, je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Maurice Barthélémy. Merci à vous. Alors on est avec Maurice Barthélémy, salut. Bonjour. Ou bonsoir. Bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'est vrai parce qu'on est sur Internet. Ben, c'est ça. On décide. Il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'horreur. Tout va bien. J'ai découvert plein de choses sur toi. Alors c'est ce que je te disais par Internet, c'est que je te suis depuis longtemps. Moi je suis un enfant de Canal+, si tu veux. Donc tu vois, à l'ancienne, les Robins, etc. Ouais. Et j'ai découvert par exemple que ton prénom c'est Maurice Domingue, ton vrai prénom. Oui. C'est fou. C'est un prénom composé que mes parents m'ont donné. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Les parents donnent souvent les prénoms aux enfants. Et en fait, Domingue, pourquoi ? Parce que ma maman était d'Haïti. Et elle voulait absolument donner le prénom de son île à son fils. Et elle ne pouvait pas m'appeler Maurice Haïti. C'était un peu bizarre. Donc, elle m'a appelé Maurice Domingue. Je ne l'ai pas beaucoup porté. Déjà pour porter Maurice tout seul, ça a été une véritable croix parce que s'appeler Maurice quand t'as 6 mois, ça n'a aucun sens, et s'appeler Maurice quand t'as 8 ans, ça n'a aucun sens. Et maintenant, alors là c'est l'âge d'or. Oui. Maurice est devenu hyper hipster, quoi. Ouais. Donc les mecs me disent putain, tu t'appelles Maurice, j'adore. Il y a même des gamins maintenant qui s'appellent Maurice. Oui. Mais Maurice Domingue en revanche, pas grand monde. Donc j'ai laissé tomber le Domingue. Je l'ai gardé à une époque pour signer un bouquin que j'avais écrit, le seul que j'ai écrit, et j'ai signé Maurice Domingue Barthélémy. Je trouvais ça classe. Après, voilà. Donc le Domingue aujourd'hui est peu utilisé. Ça en dit long, ceci dit, sur. J'ai l'impression que tes parents étaient quand même des sacrés loulous. Oui, tout à fait. C'était des sacrés loulous. C'est exact. C'est la bonne appellation. Ouais, j'ai des parents qui étaient très 68 arts, et j'ai un père qui lui avait fait Sciences Po. C'était plutôt quelqu'un qui avait fait des hautes études et puis qui est devenu diplomate et qui un jour a décidé d'arrêter tout pour devenir menuisier. Donc voilà, il a arrêté la diplomatie, on est rentré des pays, des nombreux pays dans lesquels on était. Oui, parce que t'es né à La Bolivie, à La Paz. et le dernier poste qu'il a eu, c'était à Rabat, au Maroc. Et puis là, il décide de devenir menuisier. Il fait 3 ans de formation professionnelle à Laon, dans l'Aisne. Pour tous ceux qui connaissent Laon, j'ai envie de leur dire... bravo les gars. Et non, en plus c'est joli Laon. C'est pas forcément joyeux mais c'est joli. Ouais. Et puis il a fait sa formation professionnelle, il est devenu menuisier, s'est installé en Picardie. Et il a fait ça. Et ma mère qui était premier diplomate de tous les temps à s'être reconverti en menuiserie. Je pense. Surtout que c'était dans les années 72. Donc c'était à pleine période un peu du retour à la terre. Wow. Et ma mère qui était femme de diplomate, qui organisait un peu les réceptions, les machins, elle s'est retrouvée un peu en rade et elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire ? Elle est devenue prof d'espagnol au lycée du coin. Et puis comme elle s'ennuyait à mourir, elle est devenue conteuse. Et comme ma mère était d'Haïti, en fait, elle a raconté des contes d'Haïti. Et ma mère, qui s'appelait Mimi Barthélémy, est devenue une conteuse très reconnue dans son métier. Et elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Et donc voilà, mes 2 parents étaient des gens qui ont été au bout de leur rêve, quoi, quelque part. Et ça a été
des vrais exemples. Alors, je te dis pas qu'ils ont été parfaits sur tous les plans, parce qu'ils étaient quand même un peu freestyle, mais en tout cas, ils nous ont appris à aller au bout de nos envies et de s'en donner les moyens. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est cool en même temps d'avoir des parents freestyle parce que ça finit par donner toi. Alors oui, il se trouve que moi je crois que je suis beaucoup plus sage que mes parents. C'est-à-dire que mes parents étaient des gens totalement, pour qui tout était possible. Et ils nous ont un tout petit peu, mes sœurs et moi, j'ai 3 grandes sœurs, ils nous ont un peu laissé nous débrouiller tout seuls, quoi. Et ce qui a développé chez moi une sorte d'instinct de survie. Et je suis devenu une sorte d'énarque à 8 ans, quoi. C'est-à-dire, j'étais hyper sérieux. Enfin, déconneur, comme c'est pas possible, évidemment. Mais en même temps, j'étais hyper sage. C'est-à-dire, je faisais vraiment attention à ne pas trop partir en sucette, parce que justement, j'avais un milieu familial qui lui, partait totalement en sucette. Ouais. Donc, c'est bien que tu y viennes tout de suite, parce que c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est à quoi ressemblait justement Maurice quand il avait 7-8 ans, quoi. Déjà, il avait des cheveux. Bouclés, bruns. Et puis, je crois qu'à 7-8 ans, voilà, je vivais en Picardie, près de Compiègne, dans un petit village qui s'appelait Verberie. Et j'étais un vrai gamin de village, c'est-à-dire que je faisais pas grand-chose, je m'ennuyais pas mal, je jouais au foot, j'étais gardien de but. À l'époque, j'avais une taille standard, donc finalement, j'avais la même taille que les autres, voilà. Et j'aimais bien être gardien de but parce que c'était une position à part, quoi. On n'était pas, on avait déjà une tenue qui était différente. J'avais une tenue bleue vraiment flashy, alors que tous les autres étaient en blanc. Et donc déjà, j'étais très fier de ce poste. Après, tu pouvais prendre la balle avec les mains aussi. Je pouvais prendre la balle avec les mains, je pouvais la garder, je pouvais partir dans l'autre sens, je pouvais vraiment faire chier le monde. Et puis voilà. Et puis j'avais une bande de copains et on passait notre temps à un peu à s'ennuyer, quoi. Mais c'est la vie de ces villages-là. Même si t'es à 60 bandes de Paris, t'es comme si tu vivais à 2000 km, tu t'emmerdes. Et je me suis ennuyé, mais en même temps c'était un ennui qui était sain. Parce que je trouve que c'est important de savoir s'ennuyer. Et ça a développé chez moi tout un imaginaire, parce qu'il fallait que je m'occupe, quoi. Et donc, qu'est-ce que je faisais ? J'organisais des petits trucs dans ma tête, je me racontais des histoires, je faisais des spectacles, j'imitais beaucoup les gens, j'avais une capacité d'imitation où j'imitais les gens que personne n'imite, puisque c'était les gens de chez moi, quoi. Donc c'était soit les gens de ma famille, soit les commerçants du village, etc. Bon, voilà, je racontais des blagues. Donc les adultes, ils étaient morts de rire parce qu'ils voyaient un gamin de 8 ans qui racontait des vraies blagues d'adultes. Donc ça, c'était mon truc. Voilà. Et puis j'allais à l'école. Puis voilà, j'avais une vie. Je regardais Goldorak et c'était comme ça. Ma vie était pas. Elle était à la fois très traditionnelle dans le village et en même temps totalement débridée au sein de cette maison folle. Ça concrétisait comment quand tu disais que tu étais livré à toi-même et que cette maison était folle? J'étais totalement livré à moi-même, c'est-à-dire que mes parents, c'est comme ça, ne s'occupaient vraiment pas de nous. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'ils nous laissaient faire des conneries, puisqu'on n'en faisait pas. Enfin, moi, j'en faisais pas, mes sœurs non plus. Mais en revanche, ils étaient très occupés. Mon père faisait ses chantiers, ma mère était par Monts et par Vaux. Et au final, moi, il fallait que je m'occupe, quoi, tout seul, et il fallait que je fasse les choses moi-même. Par exemple, quand je dis par exemple qu'on était un peu livrés à nous-mêmes, si par exemple on avait une sortie scolaire et que tous les enfants, normalement les parents préparaient un petit peu le sandwich pour la sortie scolaire, non, nous, il fallait enfin en tout cas moi, il fallait que j'aille acheter mon jambon, ma baguette, le beurre, et je faisais moi-même mon petit sandwich, voilà, donc je me préparais, voilà. Et puis quand tous les gamins étaient accompagnés par leurs parents devant le car, moi il y avait personne. Alors ça peut faire un peu misérabiliste de raconter ça, mais moi je le vis pas comme une chose triste parce que j'avais pas de référence, donc pour moi c'était normal de vivre ça. Maintenant que je suis devenu père, je me dis putain, j'ai eu des parents qui étaient des fous furieux, mais je crois que c'est aussi
le fruit d'une génération qui était cette génération. Post-68 ans. C'est ça, ouais. Et qui partait sur le principe de l'autonomie des enfants. Mais sauf que moi, j'avais un peu des ayatollahs de l'autonomie à ce niveau-là. Parce que moi, c'était plus que de l'autonomie. C'était limite si j'avais pas un studio chez moi, quoi. C'est-à-dire que j'avais mes clés, je rentrais, je me faisais à manger. Mais c'est vrai, en plus, je me faisais à manger hyper tôt. Je crois que j'ai des souvenirs de me faire à manger le midi à partir de 7-8 ans. Et avec ma sœur qui était un peu plus âgée que moi, on se faisait à manger tous les deux. C'était ça l'autonomie, au point où je me souviens d'un voyage aussi. Ma mère était partie au Honduras vivre une expérience théâtrale. Bon, ça sera encore un autre chapitre. Et elle avait décidé de me faire venir au Honduras. J'avais 11 ans ou 12 ans. Donc, à l'aller, elle me fait venir avec des journalistes que je connais pas. Parce qu'ils faisaient un documentaire sur cette expérience théâtrale. Et je me retrouve à partir avec ces mecs-là que je connais pas. Et on dort à Miami en escale. Je les connais pas, je partage leur chambre. Bon, déjà, alors s'ils avaient été pédophiles, ça aurait été une catastrophe. Dieu merci, j'ai été épargné. Et là-bas, j'arrive au Honduras et je me retrouve dans un village de pêcheurs à 5 heures de la capitale, à passer 2 mois de vacances où là, m'ennuyer dans mon village de Picardie, là, c'était Las Vegas à côté, quoi. Parce que là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, c'était une cata. Et au retour, c'était pour raconter cette anecdote, au retour, il n'y avait plus les journalistes. Donc ma mère m'a dit, écoute, tu vas prendre l'avion tout seul, tu vas changer à Miami, tu fais gaffe de vraiment prendre l'avion pour Paris, et roule ma poule. Elle me met même pas une pancarte, genre, parce que je pense qu'en plus on était, à l'époque, on devait être en 82, 83, je pense pas qu'il y avait le côté enfant accompagné. Ouais. Donc, elle me fout dans l'avion. Et moi, je change à Miami, qui est le plus gros hub de l'époque, quoi. Et je me suis débrouillé. Et voilà, c'est terminé pour cet extrait, en tout cas au moins sur YouTube. Vous pourrez retrouver le podcast en intégralité en audio en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi n'y a-t-il plus qu'un seul petit extrait ? En fait, désormais, je ne diffuserai plus ici l'intégralité des épisodes, mais plutôt un extrait de 10-15 minutes avant de vous renvoyer à télécharger ou à écouter le podcast en audio. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est pour une raison de gros sous. YouTube ne rapporte plus vraiment grand-chose, en tout cas par rapport aux vues que je fais. Et la meilleure façon aujourd'hui de gagner des sous pour un podcasteur, c'est que les gens écoutent directement le podcast. Je vous passe les détails techniques, mais les pubs de mon podcast sont aujourd'hui reliées au flux RSS de mon podcast. Et quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle n'est plus sur mon flux RSS, elle est sur YouTube tout simplement. Résultat, si vous voulez me faire gagner ma vie avec mes podcasts, vous pouvez plutôt m'écouter sur mon podcast. Vous retrouverez comment vous abonner directement dans la description. La deuxième raison, c'est que je veux inciter à mettre le plus de gens possible au format podcast. Les podcasts sont faits à la base pour être écoutés en mobilité, être téléchargés depuis votre téléphone portable, et YouTube ne se prête pas du tout à ça, sauf si vous avez YouTube Premium et encore. Ceci dit, si vous souhaitez écouter le podcast en intégralité depuis votre ordinateur, vous pourrez l'écouter depuis le site internet d'Histoire de Daron ou d'Histoire de Succès. Je vous mets les liens dans la description. Et globalement, depuis que je fais de l'audio, je suis redevenu à titre personnel fan du format, qui oblige à se concentrer uniquement sur l'écoute et de laisser l'imagination faire le job pour le reste. Donc voilà, si vous voulez vous abonner à mes podcasts, je vous mets un lien qui vous explique comment tout ça fonctionne directement dans la description. Et attention, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je fais en sorte de vous envoyer un mail pour chaque nouvel épisode. C'est pareil, vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Merci pour votre écoute et à tout de suite sur mon podcast en intégralité.